Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Interparfums? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Alors, Interparfums, on a déjà eu étudié cette compagnie ici, je pense que c'était au mois de mars 2022. Donc ici, selon l'analyse qu'on avait effectuée ici, on avait pris trois hypothèses différentes ici. Donc, deux hypothèses différentes avec trois multiples différents. Donc, c'est-à-dire que les deux hypothèses, c'était simple. Avec croissance et sans croissance. Sans croissance, on avait pris 22 fois les bénéfices avec les free cash flows aux alentours de 56 millions ici, dont à peu près 10%, ce qui représente à peu près 10% du chiffre d'affaires, qui était à cette période-là aux alentours de 560 millions ici. Donc 10% du chiffre d'affaires ici, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, etc. Ça donne à peu près maximum. À 20 fois les bénéfices, on était à 22 euros. À 22 fois les bénéfices, on était à 24 euros. D'accord? Ça n'incluait pas la croissance. OK? Donc, ici, au niveau de la croissance, j'avais pris une croissance aux alentours de 5%. Oui, la croissance est plus élevée, on est d'accord, mais j'ai pris une croissance de 5% ici pour me protéger, ok? Parce que la croissance va tendre à diminuer. Donc, je peux prendre une croissance de 10% ici, demain matin, on se retrouve à 8%. Et je peux prendre une croissance de 5%, demain matin, on se retrouve à 8%. Donc, c'est-à-dire que je préfère sous-estimer encore la croissance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand j'ai pris les 5% ici de croissance sur les 5 prochaines années, etc., 25 fois les bénéfices, qui est déjà assez élevé ici, on est à peu près aux alentours de 34 euros l'action. OK? Donc, dans tous les cas de figure, ça ne représentait pas une opportunité d'investissement. Et si opportunité, il y avait même à 34 euros, on l'aurait pas acheté à 30, en tout cas, moi, je ne l'aurais pas acheté à 34 euros. J'aurais attendu aux alentours des 17 euros par là parce que ça me donnait une marge de sécurité de 50%. OK? Donc, maintenant, on a les résultats du second semestre ici, du premier semestre 2022 ici. Donc, on va essayer de faire une analyse en se basant sur ces résultats-là. Donc, je vais prendre directement un article ici qui vient du journal Les Échos. Donc, je vais le lire rapidement ici. Donc, le titre, c'est « Les solides résultats semestriels d'Interparfums n'enivrent pas le marché ». OK? Donc, l'action Interparfums gagne 1,3% à 46,80 € sur la place de Paris, alors que les fabricants de parfums sous licence a publié des résultats en nette hausse au premier semestre et confirmé son objectif financier pour 2022. Cette progression du titre apparaît toutefois timide au vu de la hausse de 1,6% affichée par son indice de référence SBF 120. Bon, ça, par contre, pas une information très très importante. Les résultats du premier semestre sont solides, mais le marché s'y attendait, ce qui explique la réaction modérée du titre en bourse. Observe une analyse basée à Paris. S'il n'y a pas de ralentissement de la demande, les tensions persistantes sur les chaînes d'approvisionnement freinent le potentiel de croissance, ajoute-t-il. Donc, les résultats sont bons, mais ils auraient pu être mieux s'il n'y avait pas des freins au niveau de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que les tensions au niveau du prix des matières premières. Mais Interparfums s'en sort très très bien, d'accord? Donc, lors de la présentation des résultats d'Interparfums, Philippe Benassin, son PDG, a estimé que ces tensions avaient amputé l'activité de 20 à 25 millions d'euros au premier semestre. Un montant à comparer aux 318 millions d'euros de chiffre d'affaires enregistré sur la période en progression de 19,7% à taux de change courant. Donc, il y a eu une progression des revenus ici, donc si on ne prend pas en considération la variation de taux de change. Malgré ces difficultés, auxquelles s'est ajoutée l'inflation des coûts des matières premières, de conditionnement et de transport, Interparfums est parvenu à enregistrer des résultats en nette hausse au premier semestre. Le groupe a bénéficié d'un marché mondial de la parfumerie toujours dynamique, de l'augmentation des prix de facturation passés en début d'année et de l'évolution favorable de la parité euro-dollar. Donc, la variation aussi du dollar impacte positivement cette entreprise ici. C'est ce qu'on comprend. Et en même temps ici, le prix de l'entreprise, le prix des différents produits vendus a augmenté. Donc, il faut savoir ici qu'elle vend principalement en dollars et ses coûts sont principalement en euros. C'est pour ça qu'elle a un avantage par rapport à la variation de l'euro-dollar. Donc, vous voyez également que l'inverse également est vérifiable. OK? Donc, si l'euro reprend de la valeur ici, il y aura une pression également à la baisse ici parce que ses coûts vont augmenter. Mais attention, comme je l'ai dit tantôt, elle a un pricing power, donc elle peut augmenter le prix, mais jusqu'à quel niveau? De toutes les façons, ici, c'est déjà une bonne information. Entre janvier et juin, le résultat net part du groupe est ainsi ressorti à 54,2 millions d'euros ici, en hausse de 19% par rapport au premier semestre 2021. OK? Donc, ça reste de bonnes nouvelles ici. Pour sa part, le résultat opérationnel a atteint 71,8 millions d'euros ici lors du premier semestre de cette année en progression de 9% sur un an. Et la marge opérationnelle s'est établie à 22,5%, dépassant le seuil de 20% que s'était fixé le groupe.
Donc, la marge opérationnelle a reculé de 2,1% de pourcentage sur un an. Donc, sur un an, il y a un recul. Mais si on prend en considération la variation par rapport au... Ici, donc, la marge opérationnelle était dépassant de 20% et c'est fixé du groupe. Donc, si on prend en considération par rapport au premier semestre, ici, on a une hausse. Mais sur un an, on a une baisse. OK? Donc, c'est une information importante. La marge opérationnelle recule de 2,1% et sur un an, en raison de la hausse de 60% des coûts de marketing et de publicité pour développer ces marques. Donc, ici, c'est essentiellement des coûts variables. Parce que les coûts, le marketing, la publicité, on peut diminuer ces prix-là. Donc, c'est une bonne raison, d'accord? Je peux comprendre que si les gens sont au courant des nouvelles sorties, etc., ça gonfle les volumes de vente. Ça peut entraîner des volumes de vente un peu plus élevés. Donc, généralement, le marketing, c'est important, mais ça reste un coût variable, OK? Donc, à l'avenir, Inter Parfums a précisé qu'il n'excluait pas un renforcement de son portefeuille de marque si une opportunité de croissance externe se présentait. Donc, elle est ouverte à des acquisitions externes. Donc, concernant l'ensemble de l'exercice 2022, le groupe vise toujours un chiffre d'affaires compris entre 630 et 640 millions d'euros et une marge opérationnelle d'environ 16%. À titre de comparaison, le chiffre d'affaires s'était établi à 560 millions d'euros en 2021 et la marge opérationnelle à 17,6%. Donc, c'est-à-dire que la marge opérationnelle va tendre à diminuer. Mais maintenant, la marge opérationnelle va diminuer. Pourquoi? C'est la question la plus importante. Est-ce qu'elle va diminuer parce que les coûts d'exploitation augmentent ou est-ce qu'elle va diminuer... Enfin, de toutes les façons, ça fait partie des coûts d'exploitation. Est-ce qu'elle va diminuer parce que les coûts d'exploitation fixes augmentent ou bien elle va diminuer parce que les coûts d'exploitation variables augmentent? Parce que dans les coûts d'exploitation, vous avez les coûts fixes et les coûts variables. Le personnel, c'est un coût fixe. Donc, le coût variable, essentiellement, ici, c'est le marketing. C'est quelque chose que vous pouvez couper du jour au lendemain. OK? Mais attention, si vous coupez le marketing totalement, à la fin de la journée, il y a des risques que les volumes de vente également suivent. Donc, généralement, c'est une mesure temporaire. Mais ça permet de faire des économies. OK? Est-ce que c'est une bonne raison? Oui, on peut comprendre. Si ça gonfle le volume de vente ici, donc, on peut comprendre. OK? Mais attention, on voudrait voir une entreprise qui garde à peu près ses marges à peu près stables. OK? De leur côté, les analystes interrogés par FactSet escomptent un chiffre d'affaires de 641 millions d'euros et une marge opérationnelle de 16,7% ici pour l'ensemble de l'année. Donc, c'est-à-dire que les analystes s'attendent à avoir plus. Et le management, lui, il estime qu'on aura à peu près aux alentours de 630 millions. Les analystes s'attendent à 641. Moi, je préfère penser que le management dit, si on a plus que ça, tant mieux. En termes de marge, si on a plus que ça, tant mieux. Et ça, c'est la marge opérationnelle, c'est pas la marge nette. Faites attention. Donc, il y a encore les intérêts, on a encore les taxes, on a encore les intérêts, on a les impôts avant d'arriver au bénéfice net. Donc, s'il est encore trop tôt pour formuler des objectifs pour 2023, Philippe Benacin a indiqué que le prix de facturation serait relevé de 5% au 1er février. Le dirigeant a précisé qu'aucune autre hausse de prix n'était prévue l'an prochain à ce stade. Donc, on aura une hausse des prix le 1er février de l'année prochaine. Après ça, on ne s'attend pas à plus que ça. Ça, c'est pour le moment, c'est ce qu'on a. Donc maintenant, la hausse ici, en termes de chiffre d'affaires, est-ce que c'est en termes de volume? Est-ce que les volumes également ont augmenté? D'accord? Est-ce que les volumes ont suivi avec l'augmentation des prix? Parce qu'on peut augmenter les prix, mais si les volumes ne suivent pas, ce n'est pas une mesure durable. OK? Donc, on préfère voir des volumes qui augmentent avec des prix qui augmentent. OK? Donc, on aime ça. Dans tous les cas de figure, les résultats ici sont bons. D'accord? On a de bonnes informations. Mais ce que je regrette un peu, c'est que le document en français n'est pas aussi... je pense qu'il y a plus d'informations sur le document en anglais. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi. Dans tous les cas de figure, vous arrivez à avoir le maximum d'informations ici. Vous pouvez voir ici que les marques les plus importantes ici du groupe, vous allez voir Montblanc, Jimmy Choo, Coach et Lanvin. Donc, pour les marques les plus importantes. On peut voir également que Karl Lagerfeld se porte très, très bien. Van Cleef & Arpels également. Kate Spade. Bon, je pense que Kate Spade également, ça appartient au même groupe avec Coach. Donc, Moncler également qui fait son entrée. Donc, Boucheron est en recul. Donc, c'est une marque qui est en plein ralenti. Pourquoi est-ce qu'elle est au ralenti? Je ne sais pas. Donc, il faudrait regarder dans tout l'ensemble de ces marques-ci. Quels sont les contrats, en fait? Parce que dites-vous que les entreprises qui licencient ces marques-là, donc Montblanc appartient à quelqu'un. Jimmy Choo appartient... Je pense que Jimmy Choo appartient à, si je ne me trompe pas, soit ça appartient à Michael Kors ou ça appartient à Coach. Je ne sais pas comment ça s'appelle Coach aujourd'hui. J'ai oublié leur nom parce qu'ils ont tous changé de nom entre-temps. Donc, le nom de l'entreprise en général. Donc, parce qu'elles détiennent plusieurs marques. Vous allez voir ici quel est le contrat derrière. Est-ce que ces marques-là, si elles se rendent compte que le segment parfumerie marche très très bien, est-ce qu'elles ne vont pas les ramener en interne, donc ne pas renouveler les licences? Est-ce qu'elles ne vont pas le faire?
Point d'interrogation. Par exemple, ici, la licence de Repetto a été... la licence de Repetto a pris fin ici. Donc, ça veut dire que c'était une licence qui a été signée en 2011. Donc, le 28 septembre 2022, elle va prendre fin. Donc, est-ce que la licence a pris fin parce que Repetto s'est rendu compte que les produits vendus ici pourraient être une bonne chose à l'interne, ou bien ça a pris fin parce que ça ne marchait juste pas? Donc, il faut se poser la question. Donc, quand ça marche, c'est bien, mais les marques ici détenues par licenciés à Interparfums ne lui appartiennent pas. D'accord? Donc ça, c'est un risque. Faites attention à ça. C'est un risque. Parce que si Montblanc fonctionne très très bien et que moi, propriétaire de la marque Montblanc, je me rends compte que je peux faire la même chose en interne, parce que faire du parfum, je dirais pas que c'est compliqué, mais voilà, je pense également que c'est quelque chose qu'on peut répliquer en interne si on a la capacité nécessaire, enfin, en termes je parle en capacité technique. Je pense que la capacité technique, ça ne sera pas un gros problème. Mais au niveau de la licence aussi, si on licencie également les parfums, la marque Montblanc à Interparfums, c'est parce qu'on récupère de l'argent derrière. Donc, cet argent-là, par exemple, si je licencie la marque ici, on va me dire qu'ok, dépendamment du volume vendu, etc., tu peux t'attendre à 10% du chiffre d'affaires vendu. Donc, si la marque ici vend 400 millions, je m'attends à peu près à avoir 40 millions ici, brut. Donc, c'est un 40 millions où je n'ai rien fait d'autre que de licencier la marque. Est-ce que si je ramène ça à l'interne et que je développe, etc., et que je récupère le même 40 millions, est-ce que ça vaut la peine pour l'effort que je vais investir? Donc, il faut voir les choses de cette façon-là. Alors, dans tous les cas de figure ici, les résultats ici sont à peu près corrects. On voit ici qu'en Amérique du Sud, ça marche. En Asie, ça marche très, très bien. En Amérique du Nord également, ça marche. Mais il y a eu un problème en Amérique du Nord par rapport à la chaîne d'approvisionnement. Donc, il y a eu un ralentissement ça a impacté ici la croissance au premier semestre, je pense au premier semestre en Amérique du Nord. Donc, c'est le second, ouais, exactement, au premier semestre en Amérique du Nord. Donc, faites attention par rapport à ça. Alors, dans tous les cas de figure, les résultats ici sont à peu près corrects. Le niveau d'endettement ici est correct. Le résultat net ici, on voit ici que le chiffre d'affaires ici, donc le bénéfice net par rapport en termes de marge ici est très élevé. On est à 17%. Et par rapport au S21 ici, on reçu la même tendance de 17%. Il semble-t-il qu'il faut également voir ici, est-ce qu'il n'y a pas les ventes ici, c'est pas est-ce qu'il y a pas un impact au niveau de la saisonnalité des ventes? Donc, c'est-à-dire, est-ce que le troisième trimestre ou bien est-ce que le deuxième trimestre n'est pas plus élevé que le troisième trimestre? C'est ce genre de choses-là. Donc, est-ce que tous les trimestres sont équivalents? Donc, c'est la question que je me pose. Donc, si on vend plus au quatrième trimestre, c'est peut-être par rapport à Noël, les choses comme ça. D'accord? Donc, il faut voir s'il n'y a pas un impact là, parce qu'on peut avoir une marge nette ici élevée et les trimestres qui suivent, donc on a encore le troisième et le quatrième trimestre qui arrivent, et ces trimestres-là vont impacter négativement le résultat net de l'entreprise ici, parce qu'à ces trimestres-là, les ventes ne sont pas élevées. Ce sont des questions que je me pose, ce sont des questions que vous devez vous poser, donc essayez d'aller regarder ça également ici. Donc également, il y a eu un impact négatif par rapport aux besoins en fonds de roulement ici, notamment l'augmentation du coût des matières premières, etc., l'approvisionnement en termes de matières premières également par rapport au comment on appelle ça, par rapport à la chaîne d'approvisionnement ici. Donc, c'est-à-dire qu'on a peut-être commandé plus ici pour ne pas avoir de problème dans le futur. Donc, ça a impacté les free cash flow. Donc, voilà à peu près les perspectives également pour l'entreprise. Ici, s'attend à peu près un marché mondial à parfumerie qui reste dynamique. Interparfums va poursuivre sa stratégie de croissance maîtrisée basée sur des investissements marketing et publicité ciblés par ligne de parfum et par pays, soutenus par un portefeuille de marques au potentiel de développement important. Un renforcement de ce portefeuille qui permettrait d'accélérer la tendance n'est par ailleurs pas exclu en cas d'opportunité de croissance externe. Donc, c'est la même chose qu'on avait vu sur l'article. Donc, ne vous basez pas uniquement sur les articles de journaux. Allez-y lire également ce que le management a dit. Écoutez les conférences calls, écoutez les questions que les analystes posent et essayez de voir s'il y a des questions que les analystes ont posées, que vous-même vous posiez, d'accord? C'est important parce qu'ici, c'est bien les communiquer, mais après, derrière, il y a plusieurs documents qui sortent par rapport. Donc, vous avez ici le replay, accéder au replay, donc vous allez écouter le conférence call. Ici, c'est important. C'est aussi important que de lire tous ces documents-ci. D'accord? Donc, moi, je préfère même écouter parfois le conférence call parce que je pense que j'ai plus d'informations à ce niveau-là. Donc, en termes d'évaluation maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ici? Donc, on a des éléments ici. Donc, on s'attend à peu près à 630 millions ici. 630 millions, c'est le minimum de ce qu'on pourrait s'attendre cette année-ci. OK? Donc, les analystes attendent 641. Le management attend que 630 et 640 millions ici. Moi, je vais prendre 630 millions. En termes de bénéfices nets ici, donc directement si je prends ici, en termes de marge nette ici, on s'attend à peu près, on a des marges nettes assez élevées. On a des marges nettes à peu près à 13% en date d'aujourd'hui. Enfin, 17% même, je dirais.
des 17%, parce que quand j'ai regardé ici, je ne sais pas pourquoi ça a été ajusté à peu près à 13% ici. Donc, on a 17%. Ah non, c'est trimestriel plutôt. Donc, parce que si je mets la marge nette ici, si je mets ça en trimestriel, oui, là, on a le 17% ici. Vous voyez ici qu'au mois de décembre, ici, la marge était de 8%. Donc, semble-t-il que la période de décembre n'est pas une bonne période pour cette entreprise ici. C'est pour ça que les marges nettes sont impactées généralement. On a des marges nettes très élevées est-ce que je vais voir ça ici? Nous sommes à peu près au mois de mars, entre mars et juillet ici. Dans mars et juillet, on a toujours des marges élevées. Donc, il y a une saisonnalité ici. D'accord? Donc, je pense que la période entre juin et... Excusez-moi. La période entre juin... Donc, entre juillet et à peu près mars n'est pas une bonne période pour cette compagnie-ci. Donc, les marges sont moins élevées sur les trimestres à venir. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle on a 17% ici. Mais quand vous regardez, c'est plus élevé que ce qu'on a connu par le passé. Avant, à cette période, on était à 11%, à 10%. Actuellement, on est à 17%. C'est pour ça que quand on le met ici sur les 12 derniers mois, on a plutôt un 13% sur à peu près cette période-là. Donc, qu'est-ce qu'on se pose comme question? Est-ce que les marges ici vont rester à 13%, à 10%? Qu'est-ce qu'on doit prendre? OK. On a un pricing power, on le vérifie ici. Maintenant, l'essentiel, c'est que est-ce que c'est durable? Moi, je vois également ici que nous avons une évolution en termes de marge année après année. Nous voyons ici que c'est une entreprise sur les 20 dernières années ici, nous avons des marges de 8%. D'accord? Sur les 10 dernières années, nous avons des marges de 9%. Sur les 5 dernières années, nous avons des marges de 10%. Sur les 3 dernières années, nous avons des marges, 10,92, 5%, 10,35. Par rapport à l'année précédente, on a à peu près 12%. Donc, les marges augmentent de plus en plus. Donc, si je prends ici mon analyse en me basant sur les marges de 13%, ça prend avec des pincettes. OK? Parce que je suis plus attiré par la moyenne générale, donc à 10% ici, que de prendre le 13%. Mais on va le faire avec les deux. Donc, à 13% de marge, OK? Et 10% de marge. 10%, c'est ce qui a été vérifié par le passé. 13%, c'est ce qu'on a présentement ici. Et ça, c'est parce qu'on peut augmenter le prix. Mais quelle est la marge, la marge maximum qu'on pourrait avoir ici? Point d'interrogation. Donc, on va le faire avec les deux. Maintenant, ça va dépendre de vous. Qu'est-ce que vous croyez par rapport à ces marges-là? Le revenu, je mets ici 640 millions ici. En termes de croissance ici, je vais rester à 5% de croissance ici, même si je pense que la croissance est plus élevée, mais je reste à 5%. De toutes les façons, je ne prendrai pas 5% dans mon analyse. Donc, quand on regarde ici le nombre d'actions, est-ce que le nombre d'actions a augmenté, a diminué ici? On observe quoi? On a à peu près 62 millions d'actions. Enfin, je vais mettre 63 millions, c'est 62,5. Donc, je vais mettre 63 millions ici. Donc, on va mettre 63 millions ici, 63 millions d'actions, 63. Et voilà. Non, 63, 6,3. OK. Donc, en termes de PER ici, c'est une entreprise qui s'échange avec des PER très, très élevés ici. Alors, quand on regarde ici par rapport à la moyenne des PER, donc on va fermer ça. Et on prend les PER ici, on met price. OK. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question la dernière fois que pourquoi est-ce qu'on a quand vous allez regarder au niveau des états financiers sur ce logiciel-ci, pourquoi est-ce que vous avez 3 ans uniquement? Ben, j'ai dit, mais le gratuit a une limite à la fin de la journée. Ne cherchez pas le gratuit de partout. Ici, on vous donne déjà cette partie-ci c'est déjà gratuit de voir tout ça. Donc, je n'ai pas besoin d'aller voir les états financiers ici, point par point. D'accord? Je peux déjà les voir en termes d'histogramme ici. C'est déjà une bonne information. Donc, tout ne sera pas gratuit et ça ne sera pas gratuit éternellement. Donc, parfois, il faut investir pour pouvoir avoir de la bonne information. Ne cherchez pas le gratuit de partout. Si vous cherchez le gratuit de partout, vous aurez toujours les informations de seconde zone. D'accord? Donc, investissez pour les logiciels. D'accord? Investissez pour les logiciels. Les professionnels payent près de 16 000 euros par mois, 16 000 $ par mois pour Bloomberg. Vous chipotez pour 20 $ par mois pour un logiciel comme celui-ci qui vous donne assez d'informations. À un moment donné, il faut arrêter de chercher le cheap de partout. OK? Tout le monde aime le gratuit, mais dites-vous également que pour avoir toutes ces informations-ci, ça coûte de l'argent. Ça coûte vraiment de l'argent. OK? Parce que voilà, c'est pas la vente des informations financières, c'est un gros business. Et dites-vous que pour avoir tout ça, Coifin paye ces informations-là à des gens comme FactSet, des choses comme ça. Ça coûte de l'argent par mois. Donc, il faut revendre, il faut dégager de la marge ici. Donc, n'hésitez pas à payer. Ça coûte 20 $ par mois. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Ça représente quoi? 440 $, 240 $ à l'année. Vous avez perdu combien en bourse depuis que vous investissez? Je suis sûr que vous avez déjà perdu plus de 240 $. Si au moins vous investissez depuis au minimum 5 ans, vous avez déjà perdu au moins 240 $. Certains même plus que ça. Mais vous rechignez à payer 20 $ par mois pour des logiciels. Ça, c'est juste une parenthèse pour vous dire, ne cherchez pas le cheap de partout. Parfois, il faut payer quand c'est de la qualité. OK? Moi, je suis prêt à payer jusqu'à 100 $ par mois pour ce logiciel-ci. Ça ne me dérange pas du tout. Parce qu'il y a de bonnes informations dessus. D'accord? Enfin, je ne dis pas que je vais payer le 100 $, mais je suis prêt à le faire parce que je vous le présente ici. Je pense que c'est plus facile pour vous de le voir en termes d'histogramme parce que si ça ne dépend que de moi, je peux lire les rapports financiers ou bien je peux aller directement sur mon Insta, ça ne me dérange pas. D'accord? Parce que je n'ai pas l'habitude de chercher l'histogramme ici pour voir les rapports. Non. Dès que je lis, je peux déjà tracer les courbes dans ma tête. Enfin,
Dans une certaine mesure, en regardant les chiffres, je peux voir la croissance déjà. Donc, quand vous avez l'habitude de le faire, ça devient de plus en plus facile. Donc, ici, je pense que quand on vous le présente comme ça, c'est plus facile. Donc, je reviens ici en termes de PER. Ici, vous voyez que c'était des PER. Nous avons des PER ici aux alentours de 20 fois. Je prends la médiane ici. Nous avons des PER aux alentours de, sur les 20 dernières années, on s'échange à 20 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on s'échange à 35 fois 40 fois les bénéfices. Donc, vous voyez que sur les dernières années ici, le marché paye trop pour cette compagnie-ci. D'accord? Soit je ne paierai pas 40 fois les bénéfices pour une compagnie pareille. Donc, je vais me limiter à... Vous voyez que sur les 10 dernières années, c'est 32 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, 20 fois les bénéfices. Donc, en disant déjà 25 fois les bénéfices, je pense que je suis déjà assez gentil. Donc, je vais prendre 25 fois les bénéfices ici, dans tous les cas de figure, d'accord? Alors, 25 fois les bénéfices, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? La dette nette ici. Alors, au niveau de la dette nette, qu'est-ce qu'on avait? Net dette, dette nette, est-ce qu'on a des informations ici par rapport à la dette nette? On a combien ici? On n'a pas de dette nette. C'est une entreprise qui n'a pas de dette ici. J'ai vérifié ça ici. La dette nette est parfaitement gérable. Ici, elle a plus de cash que de dette. Interparfum. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cette partie. Ici, c'est également gratuit. Donc, ne demandez pas tout gratuitement. Donc, si vous voulez aller plus loin, il faut légèrement payer. Mais bon, pour ce que moi j'utilise ici aujourd'hui, je n'ai pas besoin de payer quoi que ce soit. Surtout que je peux le faire de moi-même. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Simplement, ici, on va mettre 20 fois les bénéfices, 22 fois les bénéfices, 25 fois les bénéfices. Alors, en termes de marge ici, je vous ai dit que je vais prendre des marges, je vais mettre à 25 fois les bénéfices, mais je vais mettre 20 fois les bénéfices ici, je vais mettre 25 fois les bénéfices ici directement pour les deux, mais j'aurai des marges différentes ici. Ici, je prends 10% de 640 millions ici, ça fait 64 millions, enfin de 630 millions, qui est le minimum attendu cette année-ci, ça fait 663 millions. Et à ce niveau-ci, je vais prendre 13% de 630 millions. Donc, 13% ici, 630 millions, d'accord, fois 0,13. Ça revient ici à combien? 82 millions. Je prends 82 millions ici. D'accord? Et à ce niveau-ci, on va prendre toujours le 13% ici, mais avec une croissance de 5% sur les 5 prochaines années. Donc, ça revient ici à 1,28 ici. Donc, on va mettre ici 105 millions. OK? Mais ça, c'est déjà assez prétentieux. Donc, faites attention à ça. 105 millions. OK? Donc, à 20 fois les bénéfices, d'accord, fois 10% de marge bénéficiaire sur le 630 millions attendu cette année-ci, on sera à peu près à 20 euros par là. Moi, la dette nette, etc., 20 euros par là. À 25 fois les bénéfices, d'accord, en prenant 13% de marge bénéficiaire sur les free cash flow, ça représente ici 82 millions ici, fois 25 fois les bénéfices, moi, la dette nette, on sera à 32 millions. Si vous faites le même calcul ici à 13 fois les bénéfices, plus à 13 fois les bénéfices, pas 13 fois, excusez-moi, 13% de marge bénéficiaire sur 630 millions ici, multiplié par 1,5, multiplié par 5% de croissance en moyenne sur les 5 prochaines années, on arrive à 105 millions ici d'ici 2027. D'accord? Donc, ça dit que d'ici 2027, on s'attend également à avoir à peu près aux alentours de 1,3 milliard ici. Donc, si on a 105 millions ici, divisé par 0,13, puisque ça représente 13% ici, on sera aux alentours de 807 millions ici. Donc, 807 millions ici d'ici 5 ans. D'accord? Donc, par rapport, comment est-ce qu'on arrive à 805 millions? Si on continue une croissance de 5% en moyenne, en prenant comme base 630 millions ici sur les 5 prochaines années, on aura 807 millions ici, 807 millions, 13% de ce montant-là. Ça revient ici à peu près à 105 millions. 105 millions ici multiplié par 25 fois les bénéfices. Moi, la dette nette divisée par le nombre d'actions, on tombe à 42 euros. Alors, tout ceci me permet de voir une chose. Le prix actuel est trop élevé. Parce que ici, la croissance, j'aime prendre un prix qui n'inclut pas la croissance. D'accord? Donc, si je prends un prix qui n'inclut pas la croissance ici aujourd'hui, j'aurais pu prendre ici 25 fois les bénéfices à 13% de marge bénéficiaire ici, vu qu'on augmente les bénéfices, etc., vu qu'on augmente les marges ici, etc. J'aurais pu prendre ce montant-ci. Donc, je me dirais à 33 euros ici, ça serait parfait sans prendre en considération la croissance. OK? Donc, on me présente l'entreprise en date d'aujourd'hui à combien? 43 euros l'action. Je ne paierai pas cette entreprise à 43 euros l'action, jamais de la vie. Donc, pour moi, s'il n'y a pas toujours d'opportunité d'investissement ici, on pourrait commencer à réfléchir quand on va arriver aux alentours des 32, 33 euros, 35 euros par là. C'est là qu'on va commencer à réfléchir par rapport à cette compagnie-ci. Parce que présentement, on n'a rien d'exceptionnel. Je ne prends pas en considération la croissance, mais également, il faut prendre une chose en considération. Il faut prendre une chose ici. Je n'ai pas mis comment on appelle ça? Je n'ai pas pris la croissance ici. Je ne préfère pas prendre la croissance ici parce qu'elle pourrait tendre à diminuer ici. OK? Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, quand bien même je serais optimiste par rapport à cette croissance-ci, ça me donne juste 42 euros maximum. Et 42 euros en prenant déjà 13% de marge bénéficiaire, ce qui est déjà assez prétentieux. C'est quelque chose qu'on a eu. Ces marges-là, on les a eues uniquement entre 2021 et aujourd'hui. Est-ce que c'est durable? Point d'interrogation.
Pour savoir si c'est durable, il faut lire à peu près quelle est la stratégie du management ici et avoir confiance au management par rapport à ce maintien des marges-là. Est-ce qu'ils ont pour objectif d'augmenter les marges? Quel est leur objectif en termes de marge? Pour le moment, c'est correct. Il y a de bonnes chances qu'on arrive à 13%. Est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on doit se poser. Et vous ne pouvez pas répondre à cette question si vous ne lisez pas les rapports financiers sur la partie qualitative maintenant, parce qu'il faut faire parler ces chiffres-là. OK? Donc, on va se dire que Interparfums, en date d'aujourd'hui, il n'y a pas d'opportunité d'investissement. C'est une belle entreprise. En tout cas, sur les 10 dernières années, c'est à peu près correct ici. Mais au prix actuel, franchement, je préfère encore être patient. 45 € ici, pourquoi payer ce montant-ci alors qu'il y a de meilleures opportunités sur le marché? D'accord? Donc, on va pas bloquer de l'argent sur cette compagnie-ci parce qu'elle dit qu'elle fait du luxe, etc. Donc, il y a des risques également d'investissement ici. Donc, faites attention. Moi, ici, en termes de dividendes, donc, comme je l'ai dit ici, idéalement, on sera aux alentours des 33 €, 35 € par là. D'accord? Idéalement. Faites attention, idéalement. OK? Parce que si je le prends ici à 25 fois les bénéfices, je sais qu'on pourrait essayer. OK. Idéalement, on pourrait être à 34 € par là, 33 € par là. Idéalement, donc 25 fois les bénéfices sur 13% de marge bénéficiaire. Attention. OK? Maintenant, en termes de dividendes, alors le dividende ici, on va regarder ça. Donc, c'est une entreprise ici, on met dividende par action. Actuellement, elle a un rendement de 1,9% ici. Est-ce que c'est durable? Point d'interrogation. Donc, on va mettre ici le dividende ici par action. On voit ici qu'elle augmente son dividende année après année. C'est très bien. OK? C'est une bonne chose. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ceci. Actuellement, on a 1,90%. Si elle me verse la totalité des free cash flow, des bénéfices nets attendus cette année-ci, d'accord? Donc, je vous ai dit qu'on attend à peu près 630 millions, 10% de ce montant-là. J'ai dit bien 10% parce qu'actuellement, depuis 2021, on est à 13% en termes de marge bénéficiaire. Je prends 10%. J'essaye de me protéger. 10% ici divisé par 2 milliards 810 millions ici, ça représente à peu près un rendement de 2%. C'est insignifiant. Personnellement, si elle vous distribue la totalité des free cash flow ici par rapport au prix actuel, je pense qu'on est déjà sur la marge, sur un niveau assez élevé ici. Donc, quand on regarde ici le payout ratio par rapport à ce qu'on a ici, payout ratio, alors, est-ce qu'elle paye un montant? Je pense, ouais, elle paye déjà assez élevé comme payout ratio. Même si elle n'a pas de dette ici, ouais, je pense qu'elle paye, je pense qu'on est aux alentours de 60 millions par là. C'est une marge assez élevée à ce niveau-là. Donc, actuellement, c'est ce qui me presse, ce qui m'encourage à dire que même aujourd'hui, on n'a pas une opportunité d'investissement extraordinaire. Il faut déjà, si on a la moitié de ce prix-ci, ça sera déjà une bonne chose. Parce que si on a la moitié de ce prix-ci, on aura un payout ratio aux alentours on aura un dividende yield aux alentours de 4%, ce qui pourrait déjà être assez intéressant ici. Donc, la moitié de ce prix-ci serait demandée pour pouvoir considérer un certain investissement ici. Donc, 45 €, c'est pas assez élevé, c'est pas exceptionnel. Donc, on reste sur la même tendance que la dernière fois, d'accord? Je ne pense pas que mon raisonnement ait changé par rapport à la dernière fois. Donc, vous avez vu ici que, oui, l'entreprise se comporte bien, on a des revenus plus élevés, etc. Mais on reste toujours à peu près au même niveau. Quand on ajuste en conséquence, il n'y a pas de changement au niveau du raisonnement, OK? Il n'y a pas de gros changement ici. Donc, moi, je vais me limiter aux alentours des 34 €, 33 € par là. Donc, ça ne change pas. Donc, surtout que la situation actuelle, il faut se dire que il y a de fortes chances qu'on ait des turbulences. Donc, si on a des turbulences, il vaut mieux acheter des entreprises qui sont déjà sous-évaluées ici aujourd'hui. Et vous en avez à l'appel présent. Enfin, pas à l'appel, mais il y a d'assez bonnes entreprises sous-évaluées en date d'aujourd'hui. Donc, on va se dire qu'on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Le dividende ici, il est safe. Le prix actuel n'est pas extraordinaire. Ça ne représente pas une opportunité d'investissement pour moi. Et je pense qu'on devrait être patient. Si vous voulez vraiment investir dans cette compagnie-ci et faire de l'argent, soyez patient. Je pense que tôt ou tard, le marché nous donnera un bon prix d'entrée. Mais en tout cas, aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit un bon prix d'entrée. Ça reste uniquement mon point de vue et non une opportunité d'investissement. Il me semble qu'on avait également des gens qui croyaient beaucoup à cette compagnie-ci dans les commentaires. Soit allez les voir ici. Dans tous les cas de figure, c'est toujours intéressant de revenir en arrière. Alors, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.